Bonjour, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes âgées, de la gériatrie. J'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Mouna Ammar. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benouflouf. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de votre présence avec nous aujourd'hui. Alors, effectivement, l'espérance de vie au Maroc a augmenté comme partout. Nous avons maintenant une population âgée importante, autour de 10%, c'est bien cela. Avant d'entrer dans le domaine de la gériatrie et de la gérontologie, on verra la différence tout à l'heure. On va peut-être d'abord parler de votre itinéraire, de votre motivation. J'ai cru comprendre que vous avez d'abord fait beaucoup de médecine interne, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. Alors, Et puis vous vous êtes occupé de la gériatrie. Y a-t-il un lien? bien sûr qu'il y a un lien. Alors, ma motivation, j'ai grandi dans un milieu médical, mais c'est pas pour autant que j'avais choisi de faire médecine petite. Petite, je voulais tout faire sauf médecine. Et puis, la vie a fait que j'étais en contact direct avec le milieu médical. Oui. Et là, pour moi, ça a été une révélation. C'était faire médecine ou rien du tout. Donc, mon parcours est un parcours assez classique, on dira. Rentrer à la faculté de médecine en 92, passer l'internat, puis ensuite, mon choix initial a été dirigé plutôt vers la neurologie. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'une prise en charge plutôt globale de l'être humain, c'était véritablement la médecine interne, qui est une Alors qu'est-ce qu'on spécialité. appelle la médecine interne? Alors la médecine interne, c'est un peu le carrefour des spécialités médicales, on dira, avec un petit bémol sur les maladies de système, les maladies immunitaires. Ah oui. Et donc, c'est véritablement une prise en charge holistique, globale, où le patient, quand il va faire un problème médical donné, touchant aussi bien divers organes, eh bien, c'est l'interniste qui sera appelé. Donc, c'est plutôt une prise en charge vraiment globale, médicale, de l'être humain malade. Et puis de là, et là, je ne peux pas ne pas remercier mes maîtres, parce qu'en commençant ma spécialité de médecine interne, qui est une spécialité passionnante, mon projet de choix vers la gériatrie a été d'abord un peu, comment dirais-je, accéléré par une convention qui, en 2002, a été signée entre le ministère de la Santé, à l'époque c'était Monsieur Biadilla, ministre de la Santé, qui avait signé une convention avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et là, en fait, le choix était, comme la gériatrie est une spécialité, en fait, un peu le bébé de la médecine interne, Oui. c'était que des internistes soient formés en gériatrie. Eu égard, comme vous l'avez très bien dit, à l'allongement de l'espérance de vie et de la proportion des personnes âgées. Donc c'est comme ça que, après la médecine interne, Oui. et avec un très grand plaisir et vraiment beaucoup d'engouement, Oui. je me suis dirigée vers cette superbe spécialité qui est la gériatrie. Qui a mis beaucoup de temps à être reconnue comme spécialité au Maroc. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, les choses vont un peu mieux? Oui, elle a été reconnue, comme vous l'avez très bien dit, en 2005. Et ce n'est qu'en 2020 que nous avons eu des postes de résidanat pour la gériatrie. La première promotion, nous avions 2 résidentes à Rabat et 2 à Casablanca qui viennent aussi se faire former dans notre unité de gériatrie de l'hôpital Avicenne à Rabat. Oui, il faut dire que vous avez une unité de gériatrie aiguë à fait. l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Pourquoi on dit aiguë pour la gériatrie? Ce qui est très important, en fait, les filières de soins, on pourra y revenir un peu plus tard, sont spécifiques chez la personne âgée. Personne âgée, il y a des spécificités cliniques, il y a des spécificités d'ordre pas forcément que clinique, médical, mais aussi psychologique, avec le soin de suite qui a une importance capitale. Mais dans le parcours évolutif d'une personne âgée, quand elle va tomber malade, quand on est dans l'aigu, c'est le primum movens du parcours évolutif, pronostic d'une personne âgée. Très important d'avoir des unités de gériatrie aiguë. Et Inch'Allah, avec le nouvel hôpital qui va voir le jour dans 2 ou 3 ans, l'hôpital Ibn Sina, qui a été donc... il y a un nouvel hôpital qui est en train d'être construit. Nous allons avoir un service de gériatrie aiguë avec un soin de suite et de réadaptation. Alors, la gériatrie aiguë, quand un patient va poser un problème médical aigu, s'il n'est pas pris en charge en gériatrie, on risque de passer à côté de beaucoup de choses et qui vont impacter le pronostic de ce patient. Ensuite, le soin de réadaptation est très important. C'est la réhabilitation de cette personne âgée qui va perdre très probablement en autonomie, qui va perdre très probablement en nutrition, qui va avoir peut-être un déclin cognitif. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment récupérer. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis d'abord le paquet sur une unité de soins de gériatrie aiguë, d'abord, avant de mettre
par rapport aux moyens dont nous disposons avant de mettre en place un soin de réadaptation. Quand vous dites on risque de passer à côté, je pense à l'oncologie bien sûr, qui est au cancer, qui se révèle eux aussi statistiquement tard. Il y a une exponentielle à partir de 67 ans et précisément vous travaillez aussi dans le lien entre l'oncologie et la gériatrie. J'ai cru comprendre qu'il y a peu, vous avez participé à un colloque, un congrès d'onco-oncologie, gériatrie. Oui, effectivement, c'était au mois de juin dernier où la Société nationale marocaine de gériatrie et de gérontologie, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence, a organisé sa 3e journée nationale. Nous sommes à la 3e journée nationale qui a été effectivement dédiée à l'oncogériatrie et à l'hématogériatrie. Comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Ben Khlouf, il y a une exponentielle, une augmentation de l'incidence à partir d'un âge certain, et donc avec une prise en charge qui est spécifique, avec une évaluation gériatrique. Et effectivement, nous travaillons beaucoup avec le service d'hématologie de l'hôpital Ibn Sina, ainsi que le service d'oncologie médicale de l'hôpital de l'Institut national d'oncologie et avec certains collègues du secteur privé pour justement, à chaque fois que nous avons un patient au-delà de 65 ans, donc, qui a un cancer ou qui a une hémopathie maligne, il va d'abord être évalué par l'équipe de gériatrie. Et de là, on va discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire par rapport à la prise en charge thérapeutique qui lui sera dédiée. La procédure collégiale de consultation entre collègues est très très importante, il faut le souligner, là vous venez de le dire, effectivement, en France, beaucoup de gens disent que les formes de remboursement avec la T2A, la tarification à l'activité qui avait cours pendant longtemps, maintenant c'est remis en cause, faisait que le temps passé à la procédure collégiale n'était pas comptabilisé précisément à l'hôpital. Or, c'est un temps très précieux où vous êtes oncologue, gériatre, précisément en train de discuter un cas précis. Que ce soit dans l'oncogériatrie ou que ce soit dans la gériatrie Oui, tout court. oui. Maintenant, alhamdoulilah, avec la généralisation de hameaux d'ici 2025 sur tout le territoire, Oui. il y a d'abord une facilité de prise en charge pour toutes les personnes, en particulier les personnes âgées. Mais effectivement, pour ce qui est de la nomenclature, de la tarification, il y a des choses qui se font, notamment avec l'Agence nationale d'assurance maladie, avec la NAM. Tout récemment, nous avons avec, et je remercie la Société marocaine d'ORL, ainsi que la Société des sciences médicales, où nous avons avec la NAM, nous faisons un travail sur, par exemple, l'appareillage des presbyacousies et des surdité chez les personnes âgées. Oui. Donc oui, il y a encore un chemin à faire concernant la nomenclature et la tarification. Parce que pour bien faire, il faut prendre son temps. C'est ça. Et effectivement. Et une prise en charge, une consultation de gériatrie, première consultation, ça va nous prendre 3/4 d'heure à 1 heure. Bien Et sûr. puis, comme vous l'avez très bien dit, nous sommes dans quelque chose une prise en charge transversale. Une prise en charge transversale, donc nous allons avoir beaucoup de concertations avec les spécialistes d'organes, que ce soit les cardiologues, que ce soit les oncologues, que ce soit les neurologues aussi. Donc oui, la prise en charge d'une personne âgée, c'est le gériatre qui est le pivot central. Qui est le chef d'orchestre Tout à fait. des différentes spécialités. Si maintenant nous allons du côté des recherches que vous avez menées vous-même dans le cadre de la gériatrie, il y a beaucoup de publications à votre actif. Je voudrais que l'on parle d'une maladie chronique, malheureusement très présente au Maroc, sur laquelle vous avez travaillé pour la personne âgée, pour le sujet âgé, c'est le diabète. Et le diabète du sujet âgé, malheureusement, souvent n'est pas prévenu à temps. Et donc, nous avons des formes de complications assez importantes. Et j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir même une insuffisance du traitement par insuline parce que, eh bien, ça ne suffit pas. Les gens pensent qu'il suffit d'avoir de l'insuline pour régler son diabète, mais votre étude montre que les choses sont plus complexes. Les choses sont plus complexes. La prise en charge thérapeutique s'est énormément développée. En deçà de l'insuline, il y a des nouveaux antidiabétiques oraux. Il y a un travail de sensibilisation qu'il faille faire en amont. Et pour ce faire, la Société marocaine, nationale marocaine de gériatrie et de gérontologie a parmi son plan d'action, parmi ses objectifs, la sensibilisation de la population. Comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Ben Khlouf, le sujet âgé diabétique, c'est 25% après 60
5 ans, 50% après 75 ans, le diabète de type 2, que ce soit un diabète vieilli ou un diabète de découverte récente, avec les mêmes définitions et in fine la même prise en charge thérapeutique. Et effectivement, nous avons souvent soit un sous-diagnostic en pensant que c'est un petit diabète, or il n'y a pas de petit diabète, soit à l'inverse, un surdiagnostic avec un surtraitement et donc un risque de complications iatrogènes. D'où l'intérêt justement d'une concertation avec le gériatre. C'est une maladie de santé publique et en deçà du diabète, nos travaux de recherche dans le service se sont axés sur un certain nombre de thématiques. Tout d'abord, faire connaître la gériatrie et les maladies propres à l'âge, liées à l'âge. Oui, à ce sujet d'ailleurs, pour la personne âgée, on parle souvent d'une polypathologie, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai commencé par le diabète, mais malheureusement, il y a des maladies qui s'emboîtent ou s'enchaînent les unes les autres. Tout à fait, et c'est pour cette raison que, au plan académique, à côté de cette spécialité, il y a un diplôme universitaire de gériatrie qui est le premier diplôme universitaire de gériatrie de gérontologie dans notre faculté de médecine à Rabat, de l'université Mohamed V. C'est pour justement enseigner la gériatrie à nos collègues médecins généralistes ou spécialistes. Et nous avons le module de gériatrie chez les étudiants de 5e année pour faire connaître les particularités. Un sujet âgé, c'est pas un adulte âgé. C'est pas un adulte d'un certain âge. À partir de 65-70 ans, on va avoir l'effet de l'âge. Il y a des ruptures comment dirais-je, il y a des ruptures de niveau ou d'échelle. C'est pas de la continuité. C'est pas de la continuité. Il y a une plus forte sensibilisation aux effets latéraux des médications, aux effets latéraux des médicaments. Et si on se donne un chiffre, à 75 ans, on est à 3 à 5 médicaments par jour. Si à cela, on ajoute en plus les interactions médicamenteuses, si à cela, on ajouterait une dénutrition, parce qu'on sait que chez le sujet âgé, on va perdre en masse musculaire, on va baisser le taux d'albumine, et les médicaments, certains d'entre eux, pour qu'ils soient actifs, certains seront liés à l'albumine, et c'est la forme active qui sera libre, qui sera active, et donc le risque de toxicité de ces médicaments est très important. Sans oublier, comme je l'ai dit il y a un instant, les interactions médicamenteuses. D'où vraiment l'importance de la concertation pluridisciplinaire. Et d'ailleurs, là, vous êtes en train de faire le lien entre la polypathologie et la polymédication. Et comment gère-t-on plusieurs pilules par jour pour la personne âgée? Alors, nous sommes en train de faire un travail stop-start dans notre unité de gériatrie à l'hôpital Avicenne. Et je rebondis, si vous permettez, sur l'occasion pour remercier toute l'équipe du service de médecine interne, que ce soit l'équipe médicale, mais aussi l'équipe paramédicale, et un petit zoom sur le personnel de l'unité de gériatrie aiguë, c'est que on s'est rendu compte sur un an d'activité de cette unité de soins, de cette unité gériatrique aiguë, 12% de notre population âgée hospitalisée avait un problème de prescription médicamenteuse inappropriée, que ce soit dans le surmédicalisation, que ce soit dans la sous-médicalisation. Et dans la sous-médicalisation, dans le sous-traitement, deux choses qui sont sorties. C'est une faible adhésion à la vaccination. Je ne parlerai pas de la vaccination anti-Covid, où, alhamdoulilah, notre pays Nous reviendrons a été sur le Covid dans un instant. Mais je parlerai de la vaccination antigrippale, de la vaccination antipneumococcique, qui ont bien démontré une baisse indéniable, une efficacité indéniable dans la survenue des infections qui peuvent être mortelles chez la personne âgée. Et puis le deuxième médicament qui n'est pas vraiment très utilisé, ce sont les biphosphonates. Or, nous savons que le sujet, quand il est âgé, il a des troubles d'équilibre. Oui. En plus, il y a des médicaments qui vont baisser la tension artérielle, sera à haut risque de tomber. Et quand on tombe, le risque à court terme, c'est de se fracturer. Et je peux vous assurer que la fracture du col est un parcours évolutif extrêmement péjoratif, est un événement péjoratif dans la survie du patient. C'est cela. Tant à court terme, tant à moyen terme avec une perte d'autonomie. Or, l'évidence base médecine des biphosphonates chez les sujets âgés qui ont une ostéoporose pour diminuer le risque fracturaire est bien démontrée. C'est cela. Et on a rapidement évoqué la Covid. Vous avez fait des travaux et des articles publiés sur les effets du confinement sur la santé globale de la personne âgée. Et on a été tellement pris dans l'idée de l'urgence de la Covid qu'on n'a pas vu tous les effets, j'allais dire, latéraux, bilatéraux, mais qui finalement sont devenus aussi des effets principaux. Tout à fait. Collatéraux. L'impact du confinement a eu des répercussions extrêmement négatives
dans le vécu de la personne âgée, devoir être isolé. Vous savez, qu'est-ce qui nous enrichit, nous, en tant qu'êtres humains? L'interaction humaine. C'est l'interaction sociale, c'est le tissu Voilà. social, c'est le tissu familial. C'est de ça dont c'est notre source, finalement. On voit, excusez-moi de vous interrompre, on voit chez les personnes âgées, j'ai une petite expérience là-dessus, familiale, que la personne revit et se redresse dès lors qu'on lui rend visite. Sinon, elle se recroqueville et elle se laisse un peu dépérir comme une plante non arrosée. L'isolement chez une personne âgée, chez tout le monde, Oui, a fortiori chez une personne âgée, oui, est extrêmement délétère, avec un haut risque de dépression. Et la dépression, les études ont bien démontré, peut faire le lit de déclin cognitif, notamment C'est de ça. certaines maladies neurodégénératives. Et le confinement a eu un impact délétère par rapport, je vois les articles dont vous faites allusion, au plan de la dépression, au plan de la dénutrition et donc la cascade des autres maladies, et puis au plan du sous-diagnostic et de l'absence de diagnostic des maladies autres que l'infection par la Covid-19. Et dans ce sens, nous le voyons très bien dès la levée du confinement. 2 ans après ce confinement, on a vu justement l'aggravation de ces troubles neurodégénératifs, de ces troubles cognitifs, la précipitation de certaines maladies. On l'a bien vu dans nos consultations médicales. Et dans ce sens-ci, nous avons vécu notre première vague a été un peu en décalage par rapport à la première vague dans les pays d'Europe, notamment en Italie, notamment en Espagne, notamment en France, où nous avions vu l'impact négatif de cet isolement dans les maisons de retraite et dans les établissements Oui. de personnes âgées dépendantes, les fameuses EHPAD. Oui. Et donc, nous avons et dans ce sens, je ne peux là aussi ne pas remercier l'ensemble du personnel du centre social dont vous faites allusion, le centre Oui. social des personnes âgées qui a été construit par la Fondation Mohamed V pour la solidarité Oui. et qui héberge 40 personnes âgées avec un âge moyen de 83 ans et dans lequel nous avons mis en place des mesures sanitaires Oui. pour éviter la transmission, l'entrée du virus au sein de cette Bien sûr. institution, mais aussi pour éviter l'isolement. Oui. Et nous avons, et grâce au personnel, fait confiner 9 de notre personnel Ah oui. paramédical, que ce soit certaines auxiliaires de vie, les kinés, les secrétaires. Ils ont été confinés avec nos pensionnaires, nos aînés. C'est une durant belle solidarité. période, oui, vraiment. Et c'est vraiment, je leur rends un vibrant hommage Ah oui. parce qu'ils ont été vraiment des vrais Et citoyens. ce centre-là était dépendant, vous dites, de la Fondation Mohamed. Oui, c'est un Mohamed centre qui V. a été, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a construit ce centre qui a été inauguré par Sa Majesté Ici à en Rabat. 2008, à Rabat, à Hinneda, qui D'accord. est donc et qui est pas très loin de notre hôpital. Donc Mais ça, c'est m'arrange en une termes de proximité promiscuité, importante. tout à fait, et dont j'assure la présidence depuis maintenant 2015. Et nous avons donc mis en place des activités. Nous avons développé des activités occupationnelles au niveau du centre, des activités physiques au niveau du centre, en fermant les portes. Avec donc le personnel qui a été dédié avec un redéploiement des fonctions. Ça a été depuis le mois de mars jusqu'à juin, Oui. 2020. Le grand premier confinement. Le premier confinement. Alhamdoulilah. Et puis nous avons bien sûr mis en place, parce que nous avons été directement responsables de l'unité de soins intensifs du Covid au niveau de notre hôpital. Et donc nous avons vraiment vu les premières victimes C'est de ça. ce fameux virus étaient véritablement les personnes âgées, les personnes en situation de comorbidité. Et nous avons mis en place une unité de soins dans le centre, avec donc qui était bien appareillée, bien dédiée pour mettre en place des soins primaires pour ne pas faire retarder le diagnostic et surtout la prise en charge. Ce qui est frappant dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours cet aspect de continuité entre les éléments cliniques et les éléments de recherche. Tout à l'heure, vous avez parlé du déficit cognitif chez les personnes âgées. Justement, sur ce déficit cognitif, vous avez participé aussi à l'identification d'un syndrome démentiel, syndrome Sledon, c'est ça? Le syndrome de Sneddon. Sledon, oui. Le syndrome de Sneddon, vraiment merci Monsieur Ben Mkhlouf pour votre recherche. Ça a été mon sujet de thèse de médecine avec notre maître professeur Alaoui Faris. Et de là, nous l'avons publié. En fait, c'est un syndrome qui associe la répétition d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques à des lésions cutanées type un livédo et qui peuvent donner un tableau, une démence vasculaire, mais qui touche en particulier plutôt les sujets d'âge moyen. On n'est pas dans la gériatrie. Et effectivement,
Et ça, c'est peut-être aussi un petit warning Signal. pour la sensibilisation du grand public. Corrigeons bien comme il faut nos facteurs de risque vasculaire. Mm. L'hypertension artérielle dans notre pays, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale de l'OMS, les hommes, 80 à 89% ne sont pas, soit ils sont diagnostiqués et non contrôlés, donc ça ne sert à rien, oui. soit ils ne sont pas diagnostiqués du tout. Et le principal facteur de risque des déclins cognitifs, notamment la démence de type vasculaire, c'est bien l'hypertension artérielle. Et puis ces facteurs de risque cérébro-cardiovasculaires sont aussi un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc oui, traitons bien et préparons notre vieillesse en prenant soin de notre santé, oui. non pas à 60, encore moins à 70 ans, oui. mais beaucoup plus tôt. Bien avant, c'est cela. Donc c'est curieux parce que vous avez commencé par dire dans cette émission que la neurologie vous intéressait en quelque sorte, et puis finalement on voit que elle n'est pas loin dès lors que l'on s'occupe d'un cerveau vieillissant, parce que l'IRM, vous avez fait aussi des travaux qui ont mobilisé cet outil, l'IRM de la personne âgée, l'IRM, je veux dire la neuroimagerie. La neuroimagerie ne montre pas des cerveaux beaux à voir à partir d'un certain âge, il faut bien le dire, avec des anomalies qui ne sont pas toujours facilement interprétables. Mais justement, les cerveaux des personnes âgées, il y a 10 000 façons de les aborder, mais très souvent vous entendez des gens dire « Oh ben, atteint d'Alzheimer », et on met sur la maladie d'Alzheimer beaucoup de choses très différentes. Là, vous avez précisé des démences artérielles, etc. Donc, on met tout sur cette maladie qui a une grande visibilité, Alzheimer, mais tout n'est pas dans Alzheimer. Alors que le deuxième type de démence, c'est bien les démences de type vasculaire. Oui. Alors, mais elle n'est pas très mise en avant, la démence, démence vasculaire. Je vais juste rebondir d'abord, si vous permettez, sur votre propos, Monsieur Benrlouf, concernant les cerveaux des personnes âgées ne sont pas beaux à voir. En fait, nous avons 3 trajectoires de vieillissement. Vous avez Edgar Morin, qui a un cerveau magnifique. Oui, vous avez raison. Donc on ne peut pas généraliser, non, fort heureusement. Non. Nous avons 10 à 15% de notre population âgée qui a un vieillissement dit réussi, avec toutes les facultés cognitives, intellectuelles qui restent optimales. Puis on peut avoir, certes, ces maladies dont vous venez de parler, que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit les démences vasculaires, que ce soit les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques aussi. Oui. Et puis les différents facteurs de risque, on est dans le cardiovasculaire, mais on est dans quelque chose de très important, qui est l'hygiène de vie. Que ce soit une bonne alimentation riche en oméga 3, en antioxydants, que ce soit la réserve cognitive qu'il faille avoir, et notamment la stimulation cognitive qu'il faille avoir tout le long de notre parcours de vie, que ce soit l'activité physique. Oui. Donc, en fait, c'est une approche multimodale, je dirais, avec une prévention mais holistique, d'où l'intérêt de la sensibilisation du grand public. Et effectivement, vous avez parfaitement raison, on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, et souvent, vis-à-vis du grand public, la grande hantise, c'est d'avoir l'Alzheimer. C'est cela. Mais on oublie, comme vous l'avez très bien dit, que les démences de type vasculaire, c'est quand même la deuxième cause. Et elle peut être bien prévenue quand on corrige, que ce soit le diabète, dont vous avez très bien parlé, que ce soit l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabac, et puis l'absence d'activité physique. Merci de m'avoir repris sur les cerveaux âgés qui ne sont pas beaux à voir. C'était juste pour dire que l'âge augmente l'apparition d'anomalies non facilement interprétable. Tout à fait. C'était surtout ça. Tout à fait. Pardon, c'était pas pour dire que il y avait des dysfonctionnements systématiques, mais des anomalies pas facilement interprétables. C'est un vrai sujet. Comme j'ai commencé à parler de l'IRM, et les grandes avancées en IRM, c'est d'essayer d'affiner l'outil jusqu'à parvenir à interpréter ces anomalies qui peuvent n'être peut-être pas graves, tout à fait. Mais qui ne sont pas facilement interprétables. Pas comme Alzheimer qui est interprétable, Parkinson qui est interprétable, mais c'était les anomalies non facilement interprétables. Donc voilà, c'était juste sur ce petit créneau que je disais les choses. Et précisément, alors depuis tout à l'heure, on dit gériatrie, gérontologie, sans nous appesantir sur la différence entre les deux termes. Alors la gériatrie est une spécialité médicale dédiée à la personne âgée. Donc c'est un médecin. La gérontologie, ce sont tous les acteurs
qui vont participer au traitement du bien-être de la personne âgée, que ce soit le kinésithérapeute, que ce soit le psychologue, que ce soit l'orthophoniste, que ce soit l'ergothérapeute. Et nous avons au plan académique des formations pour les psychomotriciens, pour les ergothérapeutes, pour les kinésithérapeutes, pour les infirmiers. Donc ce sont tous les acteurs, ce sont les assistantes sociales aussi, qui auront comme rôle de réaménager le domicile de la personne âgée pour éviter la chute, pour éviter certains événements de la vie quotidienne qui pourraient là aussi impacter le pronostic. Donc c'est tout ce qui va, toutes les personnes qui vont s'intéresser à la personne âgée. La gériatrie, c'est la spécialité médicale. Donc quand on est gériatre, on est gérontologue. Quand on est gérontologue, on n'est pas forcément nécessairement gériatre. Et y a-t-il dans votre unité des liens avec la médecine palliative ou la culture palliative Je vous remercie, Monsieur Blancheclot, je précise palliatif, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le curatif. Oui, bien évidemment. Le médecin a une obligation de soins et non pas de résultats, chose que je répète à chaque fois à notre équipe et aux étudiants. Alors, cette unité qui a vu le jour en septembre 2021, grâce à une histoire d'équipe, à des hommes et des femmes qui ont été derrière moi pour le soutien de cette discipline. Mais bien avant septembre 2021, où cette unité a été créée, je reviens un peu sur l'histoire pour que le grand public sache quand même que la gériatrie existe depuis fort longtemps dans notre pays. Vous avez parlé de la reconnaissance de la spécialité en 2005. La Société marocaine de gériatrie existe depuis les années 90 par nos maîtres. Et depuis cette date-ci, qui était en fait le bébé de la Société marocaine de médecine interne, et vous comprendrez bien pourquoi, chaque année, dans nos congrès de la Société marocaine de médecine interne, il y avait des cours de perfectionnement en gériatrie. Donc, vous imaginez le nombre d'années. Et rapidement, quand on est revenu, grâce à cette formation de 2 ans en gériatrie, quand on est revenu au Maroc en 2007, notre chef de service et l'équipe avec laquelle je travaille, dans laquelle je travaille, rapidement m'ont aidé. Parce que c'est quand même faire comprendre que la gériatrie a une place incontournable dans notre système de santé. Le nouveau est toujours un peu vu avec beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de doutes. Oui. Et heureusement que nous avons mis en place une équipe mobile de gériatrie dans notre hôpital. Cette unité a vu le jour. Et donc, on prend tout ce qui est... Il y a toujours une prise de risque pour les choses nouvelles. Mais heureusement, les choses, quand on est entouré d'un soutien d'hommes et de femmes, et je pense qu'ils se reconnaîtront quand s'ils voient cette émission, voilà, c'est un travail d'équipe. Et donc, quand on prend en charge une personne âgée, soit elle va sortir de cette unité guérie, mieux, à domicile. Reprendre un peu d'autonomie fonctionnelle, c'est très soit important. Soit on va prendre des personnes âgées en fin de vie. Oui, c'est ça, pour les bien palliatifs. Évidemment. Oui. Et le grand public doit le savoir. Oui. Alors, nous avons une unité de soins palliatifs à l'Institut national d'oncologie avec qui on travaille beaucoup. D'accord. Et nous avons, pas tout de suite, enfin, avec, parce que vous savez, la gériatrie est une prise en charge transversale. Vous avez le médical, mais vous avez aussi le social. Bien sûr. Nous avons des partenariats, nous avons mis en place des formations, des formateurs au niveau médical avec le ministère de la Santé par rapport à la formation de la gériatrie de base, surtout le Maroc, avec des médecins des 12 régions de notre royaume. Mais nous avons aussi un partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l'égalité, du développement social et de la femme, avec qui nous avons mis en place un travail, parce que peut-être que si vous avez posé la question, dans ce centre social, nous avons mis en place un travail à l'extérieur de ce centre où on va chez les gens dans leur domicile et on voit ce qui se passe. Et à travers cette expérience, nous l'avons donc structurée avec le ministère de la Solidarité pour une enquête pilote pour mettre en place des aides à domicile pour qu'on puisse avoir des personnes formées qui aillent dans le domicile des personnes âgées. Aussi bien pour lutter contre l'isolement, aussi bien pour aider quand la personne est en perte d'autonomie ou est dépendante pour les actes de la vie quotidienne. Et puis, il y a aussi un projet pour la fin de vie dans le domicile avec l'unité des soins palliatifs. Donc, oui. Merci beaucoup pour tous ces prolongements parce que on ne se rend pas assez compte que la gériatrie est prolongée par la gérontologie et elle-même prolongée par tout ce souci d'aller vers les gens qui ont perdu de l'autonomie fonctionnelle. Vous avez parlé beaucoup de l'engagement de votre discipline à l'intérieur même des domiciles des gens. Merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui dans cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et de votre fidélité à votre émission
science et civilisation. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci.